La destruction incomprise. Dans la suite de mon expérience, j'ai longtemps cherché à comprendre la destruction qui sévissait autour de moi, dans ce milieu que je commençais à peine à apprivoiser. Avant d'arriver dans une école autochtone, j'avais connu le réseau public et privé, chacun avec ses défis, mais aussi ses repères. Rien ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir. L'école qui m'accueillait était récente, presque flambant neuve. Son architecture moderne, lumineuse, aurait pu faire l'envie de bien des établissements urbains. Tout y respirait la nouveauté, la beauté, la promesse d'un lieu d'apprentissage vivant. Pourtant, à peine ouverte, elle était déjà blessée. Vandalisée à maintes reprises, attaquée sans relâche, elle portait les stigmates d'un conflit invisible. J'observais, impuissant, ses gestes répétés. Chaque soir, des jeunes, parfois des enfants, parfois des adolescents, rôdaient autour de l'école. Ils lançaient des pierres, forçaient des portes, cherchaient une ouverture, un passage. Ils semblaient attirés par ce bâtiment, comme par un mystère interdit. En y regardant de plus près, je constatais que la majorité étaient des garçons. Les filles, elles, restaient souvent à distance, en groupe, observatrices silencieuses de ce qui se passait. Certains soirs, les jeunes parvenaient à entrer. Un petit, plus mince que les autres, se faufilait par une fenêtre restée entr'ouverte, oubli d'un enseignant ou simple négligence d'un soir. C'est par cette faille que tout recommençait, des tables renversées, des murs griffés, des traces de feu, parfois des objets brisés sans raison apparente. Et pourtant, la consigne était claire, fermer les fenêtres, verrouiller les portes avant de quitter la classe. Mais malgré tout, l'école demeurait vulnérable, comme si elle avait été bâtie sur une frontière invisible entre deux mondes, celui de l'ordre scolaire et celui d'une jeunesse en quête de sens. Je me suis souvent demandé, que cherchait-il vraiment en entrant ainsi? Était-ce la curiosité, la provocation, ou un cri de désespoir silencieux? Peut-être voulait-il simplement s'approprier cet espace qui, malgré sa beauté, leur semblait étranger. Une école peut être neuve, bien équipée, mais si elle n'appartient pas à ceux qu'elle accueille, elle devient une forteresse. Et les jeunes, face à une forteresse, finissent toujours par vouloir en forcer les murs. Cette expérience m'a profondément marquée. Elle m'a appris que la destruction n'est pas toujours synonyme de haine. Elle peut aussi être un langage, maladroit, désespéré, d'une jeunesse qui cherche à dire quelque chose qu'on n'a pas encore su entendre. Et tant que nous ne comprendrons pas ce message, nous continuerons à reconstruire des murs là où il faudrait, avant tout, reconstruire des ponts. Comprendre le geste des jeunes. J'ai souvent tenté d'expliquer cette attitude des jeunes, ces gestes de vandalisme qui me laissaient sans voix. À force d'observer, d'écouter et de vivre auprès d'eux, j'en suis venu à comprendre qu'ils évoluent dans un monde où tout semble accessible. Dans leur univers, il n'y a pas vraiment d'interdit. La règle implicite, du moins pour certains, est que tout leur appartient. Et surtout, que rien n'appartient aux Blancs, comme ils nous appelaient à cette période. Lorsque la journée scolaire se terminait, le personnel autochtone quittait les lieux, et l'école, symboliquement, cessait d'exister. Le soir venu, la communauté reprenait son rythme. Le bingo attirait les adultes, les maisons se vidaient, et les enfants se retrouvaient dehors, livrés à eux-mêmes. Alors, que restait-il d'autre à ces jeunes que d'explorer, de défier, de s'inventer un territoire dans ce grand bâtiment silencieux? Peut-être cherchaient-ils, par leurs gestes, à rappeler à leurs parents qu'ils existaient. Peut-être, au fond, considéraient-ils l'école comme leur bien, un lieu qu'ils pouvaient s'approprier à leur manière, sans en comprendre la valeur symbolique pour nous, les enseignants. Pour certains, c'était sans doute aussi une forme de frustration. J'ai souvent remarqué que l'expérience scolaire était plus difficile pour les garçons que pour les filles. Ces dernières semblaient y trouver un refuge, un espace de protection, presque un havre. Plusieurs d'entre elles me l'ont confié avec pudeur. L'école était pour elles un endroit où elles se sentaient à l'abri. Les garçons, eux, vivaient cette réalité autrement. Ils voyaient l'école comme un espace étranger, imposé, porteur de règles venues d'ailleurs. Il faut comprendre que dans la culture autochtone, la valeur des biens matériels n'a pas le même poids que dans la nôtre. L'objet ne porte pas la même charge symbolique, la même importance affective. Ainsi, le vandalisme observé dans ces milieux ne naît pas du même terreau que celui des grandes villes. Ce n'est pas le rejet pur et simple de l'école, mais l'expression d'un rapport différent à l'espace et à la propriété. Pour moi, ces moments ont toujours été difficiles à vivre. Mais avec le recul, je préfère y voir une souffrance qui s'exprime à travers l'action, dans un temps donné, sans filtre ni conscience des conséquences. Ces jeunes, une fois devenus adultes, ne montrent d'ailleurs aucun remords particulier. Ils ont simplement grandi, changé de regard, sans pour autant effacer ce qu'ils ont fait. Ils ne cherchent ni à justifier ni à oublier. Pour eux, ce n'était qu'un passage, un moment de vie.
Et peut-être faut-il aussi le comprendre ainsi, comme le cri d'une génération en quête de reconnaissance, dans un monde qui, trop souvent, ne lui en laisse pas la place. Ce que m'a appris l'école. Au fil des années, j'ai compris que l'école est bien plus qu'un lieu d'enseignement. C'est un miroir des âmes, un espace où se croisent les blessures et les espérances d'un peuple. Dans les communautés autochtones, j'ai appris à voir au-delà des apparences, à entendre ce qui ne s'exprime pas toujours avec des mots. Chaque geste, chaque silence, chaque regard d'élève portait une histoire plus vaste que la mienne. Ce que j'ai vécu dans ces milieux m'a profondément transformé. J'y ai découvert une humanité brute, directe, sincère. J'y ai aussi rencontré la fragilité des institutions, l'incohérence des systèmes venus d'ailleurs, et la force tranquille des traditions qui résistent malgré tout. L'école, dans ces territoires, est un pont fragile entre deux mondes, celui du savoir occidental et celui de la mémoire ancestrale. Et sur ce pont, nous avançons souvent à tâtons, sans toujours savoir de quel côté le vent souffle. J'ai longtemps cru que mon rôle était d'enseigner. Aujourd'hui, je réalise que j'étais surtout là pour apprendre. Apprendre la patience, l'humilité, la distance juste entre aider et imposer. Apprendre à comprendre ce que signifie transmettre dans un contexte où chaque mot peut être porteur d'une blessure ancienne. Ce que j'en retiens, c'est que l'éducation ne doit pas chercher à remplacer, mais à relier. Elle doit s'ancrer dans la réalité du milieu, respecter son rythme, ses repères, sa manière d'habiter le monde. Car l'enseignement qui ignore le sol sur lequel il s'appuie finit toujours par s'effriter. Je garde de tout cela une immense gratitude. Malgré les épreuves, les incompréhensions et les échecs, ces années dans le Nord ont façonné ma vision de l'humain. Elles m'ont appris qu'au-delà des programmes, des réformes et des stratégies pédagogiques, il reste toujours ce lien invisible entre l'élève et l'enseignant, celui du regard, de la confiance et de la foi en la possibilité d'apprendre ensemble. Je crois encore à cette école-là, celle qui écoute avant de parler, qui répare avant de juger, et qui sème, même quand la terre semble aride. Parce que c'est souvent dans les milieux les plus fragiles que naissent les plus belles leçons de vie.